Bonjour à tous. Merci Madame Giraud. Bonjour à tous, donc enchanté de vous voir, au moins virtuellement. Donc Jean-Emmanuel Mogin, je suis le directeur général de Handident PACA. Je vais, vous brosser, la présentation de ce qu'on fait, de qui on est, de ce qu'on fait, de comment on le fait, et essayer de vous illustrer ça au travers de 2 ou 3 petits cas, pratiques. Après, évidemment, c'est la règle du jeu, je prendrai le temps de répondre à vos questions. Maintenant ou plus tard si vous en avez plus tard. Donc sans plus tarder, j'espère que tout le monde voit bien mon écran, que c'est correctement partagé. Voilà, je vous propose d'attaquer sur la présentation de Handident PACA. Donc très rapidement, une petite genèse, hein. On est une association loi 1901, comme bon nombre de structures auxquelles vous appartenez. Nous avons été créés en 2005, donc il y a 20 ans Ça, maintenant, c'est noté. à l'initiative de parents de personnes en situation de handicap et de chirurgiens dentistes qui avaient et qui partageaient le constat du fait que leurs proches, ou en tout cas les personnes en situation de handicap sur la région, étaient très éloignés de tout parcours de soins dentaires ou d'hygiène bucco-dentaire. Donc voilà, c'est la genèse des choses. Donc ça a été une création d'abord d'un réseau, selon l'ancienne terminologie, et puis ensuite à partir de 2010, la création d'une unité de soins que probablement certains d'entre vous ou pas, connaissent, c'est-à-dire le bus Handident. Donc là, c'est une de nos spécificités. Ça me permet d'enchaîner avec nos activités. Comme je le disais, nous avons 2 activités. Une activité de réseau, aujourd'hui appelée DERAC, spécialisée sur la santé bucco-dentaire, à destination exclusivement des personnes en situation de handicap et des personnes âgées dépendantes de la région. Et donc quand je dis de la région, je parle de la région PACA dans l'ensemble de son territoire. Ça veut dire que, pardon, en termes d'activité, vraiment, on couvre, on coordonne, et je rentrerai dans le détail après, ces besoins-là pour ces populations-là, en faisant au mieux pour proposer des maillages territoriaux les plus fins et les mieux adaptés aux besoins de ces patients-là. Et la deuxième activité que nous avons, c'est ce que je vous disais, c'est que nous sommes un centre de santé dentaire. Donc, dans cet ordre-là, nous devenons des soignants, non plus uniquement des référents en parcours de santé, hein, et nous sommes agréés depuis janvier 2025, titulaires donc de l'agrément définitif délivré par l'ARS, pour pouvoir exploiter ce centre de santé dentaire. Alors, c'est un centre de santé dentaire qui a la particularité de réaliser des soins en aller vers, ce qui est sur le territoire national, de cette envergure-là, un cas unique. Donc du coup, on repose en termes de soins sur 4 unités mobiles différentes. Le bus dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été créé en 2010, et depuis 2018-19, à la demande de l'ARS, nous avons réfléchi à des unités de soins plus légères, plus mobiles, qui ont vocation à se multiplier sur les territoires, départementaux, voire à l'échelle de territoires communaux ou intercommunaux, de manière assez rapide, ou en tout cas plus rapide que le gros bus que nous avons. À ce stade, typiquement, donc comme je vous disais, nous avons le bus, 3 unités et mobile, et la capacité aujourd'hui de créer en gros, une feuille de route aujourd'hui, de créer en gros 1 à 2 unités mobiles supplémentaires par an, en fonction des besoins sur le territoire et de notre capacité à étoffer les acteurs qui soignent, les opérateurs qui travaillent à bord. Donc ça, c'est notre deuxième activité. Quelques chiffres, mais c'est pas forcément le cœur du sujet, j'imagine, à moins que vous me posiez des questions dessus, mais c'est pas forcément le cœur de notre activité en tant que DERAC, puisque c'est vraiment 2 activités séparées. Quelques chiffres sur notre activité au niveau du DERAC. Nous gérons 1370 patients nouvellement inscrits en 2024. En gros, tous les ans, on a entre 1000 et 2000 patients supplémentaires qui émargent sur la file active que nous avons. C'est pas négligeable. Plus nous
multiplions nos activités de soins au travers du centre de santé, plus nous sommes visibles et plus nous avons de demandes aujourd'hui de patients. C'est logique. Initialement, on était surtout sur une action qui était portée au travers de structures d'hébergement ou de résidences de personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on a élargi ça sur les EHPAD. On élargit ça avec des partenariats avec les collectivités territoriales. Donc forcément, ça fait un appel d'air et avec beaucoup de monde en supplément. Nous avons quand même soigné en direct ou de manière quasi indirecte avec le DERAC et la structuration de son activité 2249 patients. Alors, quand je parle de ce chiffre-là, je parle de la première présentation sur un an d'un patient. Il y a des patients qui viennent 3, 4, 10 fois sur l'année en fonction de l'ampleur des soins qu'ils ont à suivre. Évidemment, ils ne sont pas comptabilisés à chaque fois qu'ils passent, mais on coordonne tout leur parcours, qui viennent une fois ou 15 fois au fauteuil, ou plus qu'au fauteuil d'ailleurs, pourquoi pas nager dans nos activités. C'est donc une file active qui représente grosso modo un peu plus de 3500 patients. Alors, file active qu'on a cantonné sur des patients actifs dans les 3 dernières années quand même. Donc, c'est pas négligeable. Il y a beaucoup plus de patients que ça qui sont historiquement comptabilisés par Andidan et qui, de facto, considèrent Andidan comme faire un peu de l'aspect généraliste de leur hygiène bucco-dentaire sur le temps, donc qui reviennent assez régulièrement, mais bon, pas forcément tous les ans. Voilà, pour la présentation ou la genèse d'Andidan. Puisque nous parlons au sein de la fac Sud et donc et que je représente, on va dire, l'activité d'ERAC dans le cadre de cet événement, il semble nécessaire de vous exposer les 3 missions principales qui sont celles qu'on poursuit dans le cadre de cette activité. La première mission, c'est de créer, d'animer un réseau. C'est évident, tout comme les autres réseaux de la fac. Le but, c'est d'avoir un réseau régional, de proposer et d'identifier des praticiens spécifiquement formés à la prise en charge de personnes en situation de handicap et personnes âgées dépendantes, et de faire foisonner directement ou indirectement des vacations dédiées, soit en cabinet de ville, soit sur des plateaux dédiés, soit en hôpital. On est vraiment pour la santé bucco-dentaire de ces populations-là, au cœur de l'activité, au cœur du réacteur, pour pouvoir à la fois porter ces activités, développer l'offre de soins, la coordonner, assurer qu'elle réponde grosso modo à un même référentiel qualitatif, même si on ne s'immisce pas dans le soin directement quand il est réalisé par les praticiens, c'est évident. Mais on est vraiment au centre de l'action. Soit parce que on soutient les professionnels par diverses méthodes, c'est la deuxième mission, c'est-à-dire que on va leur partager des bonnes pratiques, on va pouvoir partager avec eux le retour d'expérience et partager entre eux le retour d'expérience qu'il peut y avoir sur des pathologies, sur des cas particuliers de patients, voir si des praticiens sont en difficulté avec des patients, parce que ce sont des patients assez délicats parfois à soigner, surtout au niveau bucco-dentaire, typiquement, on est là en backup pour eux, soit avec nos unités de soins directs, soit avec les autres membres du réseau, pour assurer qu'il n'y ait pas un arrêt de soins et un abandon de soins en cours de route du fait du praticien, mais une continuité ou un passage de relais entre les praticiens selon la spécialité ou selon la complexité des cas. Nous sommes également en soutien des professionnels du secteur par de la mise à disposition d'équipements. Là, c'est très large, c'est-à-dire que pour nombre des praticiens du réseau, soigner des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées dépendantes suggère qu'il y a des nécessités de matériel adapté à ces populations-là. Je prends l'exemple d'une radio. Vous avez sans doute tous dans l'image en tête de votre chirurgien dentiste qui a un tube radio accroché au mur, qui, quand personne ne bouge sur le fauteuil, est relativement facile à manipuler pour faire un cliché.
ou de la radio panoramique qui tourne tranquillement autour de votre tête, qui est relativement facile à gérer quand c'est vous, quand c'est moi. En revanche, quand c'est ces populations-là, ça devient très très compliqué. Donc du coup, on peut acheter, mettre à disposition des cabinets qui font des soins à ces patients-là, le matériel, l'entretenir et faire en sorte d'upgrader leur dispositif, leur cabinet, pour pouvoir être le mieux adapté à la population qu'on leur adresse au titre des orientations du DERAC. Donc c'est quand même pas négligeable et ça peut aller très loin en termes de mise à disposition, puisque typiquement on peut même mettre à disposition des plateaux techniques totalement dédiés et totalement équipés. C'est-à-dire que sur des établissements où, à la demande de praticiens qui se regroupent ou qui le font individuellement, on peut créer quasiment ex nihilo des cabinets dentaires spécifiquement dédiés à ces populations, PH, PA, enfin PADB exactement, avec ou pas la mise à disposition de personnel supplémentaire pour assurer l'assistanat au fauteuil. Et donc, du coup, bah là, on met vraiment tout le cabinet à disposition de ces praticiens qui officient à tour de rôle sur ce plateau pour pouvoir soigner les patients qu'on leur oriente. Et on peut encore pousser le curseur plus loin dans la graduation du soin, qui est proposé par le DERAC et qui est piloté par le DERAC, en organisant des vacations de bloc sous anesthésie générale dans différents hôpitaux ou cliniques privées. Et là, même chose. On se retrouve à coordonner l'aspect agenda des choses, à coordonner le parcours de soins du patient avec les visites pré-op et compagnie jusqu'au moment de l'opération. Et on prend également à notre charge la possibilité d'upgrader les plateaux techniques des hôpitaux pour pouvoir assurer les vacations en bloc opératoire, donc sous anesthésie générale de ces patients-là. Même chose que pour des libéraux en cabinet, ça peut aller de la fourniture de matériel relativement simple, comme une mallette radio ou un vibreur d'amalgame, enfin en fonction de ce qu'ils ont besoin, jusqu'à entièrement doter le bloc opératoire du matériel nécessaire à la prise en charge à la prise en soin de ces patients-là. Donc c'est une palette en termes de soutien aux professionnels qui est très large et qui a vocation vraiment de tricoter une offre de soins la plus fine possible sur le territoire et de préférence d'essayer de faire en sorte que cette offre de soins très graduée et très détaillée puisse être au plus près des populations que nous soignons sur la région. Alors évidemment, on est toujours comme tout le monde, dans une recherche de ressources, de moyens pour faire en sorte de donner une uniformisation de l'offre sur le territoire. On pâtit comme tous du fait que certains territoires de la région sont des déserts médicaux. C'est encore plus vrai sur la dimension du dentaire. Alors que globalement, sur la région, il y a quand même entre 4 et 5 000 chirurgiens dentistes de manière qui sont inscrits à l'ordre, donc aux ordres, donc c'est quand même pas négligeable. Pour autant, il y a des secteurs où trouver un dentiste relève de la mission presque infaisable. Et c'est là que nous travaillons, puisque c'est la troisième mission et c'est quand même le cœur de notre activité et c'est la base initiale de notre création. On est là pour orienter les patients ou leurs familles, ou leurs aidants, dans leur recherche d'une solution de soins. Donc on va leur proposer une solution de soins graduée, adaptée et de proximité. Ça rejoint ce que je vous ai dit, disais tout à l'heure. Là, concrètement, je vous l'exposerai tout à l'heure au travers de petits cas pratiques. Le but est déjà de s'assurer du pourquoi, du comment le patient se retrouve exclu de tout parcours de soins classique au niveau dentaire. C'est ensuite de voir à quel moment il y a eu cette rupture dentaire de soins. Est-ce qu'elle est initiale parce qu'on parle d'enfants en bas âge qui ont des pathologies de handicap, quelles qu'elles soient, et n'ont jamais vu de dentiste parce qu'ils n'ont jamais été acceptés dans le parcours
J'ai dans l'idée, par exemple, un enfant autiste ou quelque chose dans le genre qui d'office fait peur à beaucoup de praticiens et donc qui avant 5, 6 ans, 7 ans, donc d'avoir des problèmes bucco-dentaires parfois prononcés, n'ont jamais vu l'ombre d'un fauteuil et complexifient la chose. Donc c'est vraiment très, très gradué jusqu'à du soin, de la réflexion avec, voilà, on fait toute la palette d'âge, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin de vie pour savoir quand on nous demande pour une personne âgée s'il y a besoin de faire des implants, des choses comme ça, alors qu'on parle d'une personne qui est peut-être Alzheimer, en soins palliatifs dans un EHPAD où on sait sur lequel le bénéfice qualité de vie, soins et risques par rapport au travail est prononcé, typiquement, voilà, notre travail, il est là, c'est proposer cette solution de soins graduée, adaptée et de proximité autant que possible. C'est sûr, sur des zones comme le 0,5 ou la partie nordique du Vaucluse, il y a beaucoup moins de praticiens, beaucoup moins d'opérateurs qualifiés. La proximité, elle revient sur le pôle ou sur la commune la plus grande ou la plus proche. Et parfois, ça sous-entend quand même pas mal de kilomètres. Mais on essaye de travailler à cette diffusion, à ce développement du réseau. On revient à la première mission que nous avions. Nous avons aussi une mission qui s'est un peu imposée à nous, pour les patients et pour leurs aidants, qui est de conseiller sur les démarches parallèles aux soins, les démarches administratives parallèles aux soins. Le soin dentaire, c'est une vérité. Quand on sort des sentiers battus et des soins conservateurs classiques, des tartrages, réparation de caries, des choses comme ça, qui sont des soins normalement avec un reste à charge zéro, dès qu'on sort de ça, la facture monte très très vite. Et on a en face des familles qui sont, démunies parce qu'ils ont le handicap, enfin des familles ou des aidants, mais on va dire des familles pour se simplifier, mais ils sont démunis parce que, ils ont le handicap de la personne à gérer, 2, ils ont le refus de soins qui leur a été opposé un certain nombre de fois par les praticiens, 3, ils ont le patient en lui-même qui est souvent opposant aux soins. C'est une majorité, c'est-à-dire que voilà, faire ouvrir la bouche à un autiste devient très compliqué. De manière générale, faire ouvrir la bouche pour y rentrer un outil devient encore plus compliqué. Et quand en plus de ça, on rajoute la dimension économique aux soins qui sont nécessaires pour améliorer l'hygiène bucco-dentaire et donc à terme la santé générale du patient, pas que la partie dentaire, des choses, eh bien, on se retrouve avec des familles qui sont complètement larguées, voire qui refusent purement et simplement de s'inscrire dans une démarche de soins. Donc, en partenariat avec la CPAM, typiquement, on a étudié les dispositifs d'aide financière qui peuvent apporter à certains cas. Alors, c'est du tricotage vraiment individuel et au cas par cas en fonction du besoin. Et donc, on a développé et on continue à développer une compétence à assister ces patients-là ou leurs familles à aller chercher la ressource financière, l'aide financière de la CPAM ou de leur mutuelle ou de n'importe quelle autre structure capable de financer des soins. J'ai en tête, par exemple, il y a un peu moins de 6 mois, une famille qui avait des implants à faire sur une personne en situation de handicap, autiste. Donc, mis à part son autisme, il n'y a rien d'autre comme handicap. Relativement jeune, une vingtaine d'années, mais son état dentaire n'avait été tellement pas géré jusqu'à ses 20 ans qu'il fallut lui refaire quasiment la moitié de la mâchoire en termes d'implants. Donc, avec une facture de presque 30 000 euros. Au vu de la facture, cette famille-là n'avait absolument pas les moyens de la prendre en charge. Notre mission là, ça a été de se rapprocher de la CPAM dont elle dépendait, et la totalité de la facture a été prise en charge par la CPAM. Donc, c'est pas négligeable, on parle de 30 000 euros. C'est notre job, il est là aussi. Il est aussi, malheureusement, on le constate, et j'ai envie de dire que c'est un cumul de handicap pour un bon nombre de nos patients. On constate aussi qu'il y a un déficit de linguistique, on va dire, assez prononcé dans le parcours de soins des personnes en situation de handicap que nous avons ou qui frappent à la porte du DERAC. Beaucoup sont ou carrément illettrés ou de nationalité, d'origine étrangère et parlent très peu le français.
déjà, aller voir un docteur, de manière générale, c'est difficile pour eux. Aller voir un dentiste qui leur parle de choses compliquées en bouche, sur une personne en situation de handicap, avec une histoire de gros sous derrière, c'est mission impossible, même s'ils ont mentalement les ressources pour pouvoir le gérer, ils n'arrivent pas à le gérer, ils ne le gèrent pas, on essaye de les assister là-dessus. En revanche, on essaye de quand même pas non plus se substituer à des travailleurs sociaux. Mais parfois, on est très borderline et on n'hésite pas à passer la main vers des structures de la sorte. Et le dernier point sur les orientations, c'est que l'objectif qu'on a, c'est, alors il est peut-être pieux, mais et malheureusement pas forcément toujours suivi de fait, c'est qu'on essaie de faire en sorte que quand on inscrit un patient dans un parcours de soins auprès d'un praticien, même si c'est un praticien reconnu par Andidan, ou un praticien qu'on aura identifié capable de le prendre en charge, le patient, et qui de facto rentre après dans le réseau, ben, notre objectif, c'est de faire en sorte que le patient, il ait de moins en moins besoin de nous dans son parcours de soins. C'est-à-dire qu'ils reviennent vers nous que si vraiment il y a une rupture avec le praticien ou que si vraiment il y a, à la demande du praticien, un passage de relais pour faire des soins plus complexes en AG ou autre chose. On estime que notre mission, elle est un peu gagnée quand le patient finalement fait du praticien vers lequel on l'a orienté son praticien traitant et déroule un parcours de soins un peu comme vous et moi. Donc voilà en gros sur nos 3 missions qui sont assez denses, hein, je le reconnais. Du coup, pour fonctionner, sur quoi nous repose-t-on? Les moyens humains, c'est évident. Nous avons aujourd'hui 8,3 ETP, salariés par le DERAC, donc moi-même, une chef de service dentaire qui est chirurgienne dentiste d'ailleurs, 2 coordinatrices territoriales qui sont toutes les 2 IDE. On en a une troisième qui est partagée, donc je la compte qu'à moitié là-dedans. On a 2,8 agents ETP, administratif, pardon, une assistante dentaire référente, puisque généralement les praticiens vers qui on oriente ne peuvent pas travailler sur ces patients-là sans être accompagnés par des assistants dentaires. Or, on a le même problème que pour les dentistes, c'est-à-dire que les assistants dentaires dans leur parcours de formation sont peu sensibilisés à la prise en charge de personnes en situation de handicap et nécessitent d'avoir un partage de bonnes pratiques au sein de leur corporation, sans avoir de réticence à le partager. Donc, on a une assistante dentaire là-dessus référente qui peut aussi partager les retours d'expérience et les bonnes pratiques sur la stérilisation, sur les modalités de prise en charge au fauteuil en dehors du soin même, ou sur certains gestes d'hygiène bucco-dentaire à l'attention des patients, des patients ou des familles de ces patients-là en dehors du soin même. On a ensuite une demi-secrétaire de direction, enfin, la pauvre, si je le disais comme ça et qu'elle m'écoutait, elle apprécierait qu'à moitié. Donc voilà, en termes de postes. Au global, c'est 79 praticiens membres actifs du réseau, régulièrement actifs. On en a beaucoup plus que ça, mais parfois, je vous fais pas l'affront de compter dans les 300 ou 400 praticiens qu'on a, ceux qui prennent un patient à l'année ou un patient tous les 2 ans. Là, on est vraiment sur 79 qui sont dans les rouages quotidiens quasiment de l'équipe qui fait la coordination. Une vingtaine de cabinets dentaires de ville, pareil, qui sont régulièrement, voire très régulièrement mobilisés pour prendre nos patients. Quand je dis très régulièrement, c'est qu'ils ont souvent une vacation hebdomadaire dédiée exclusivement à la prise en charge de ces patients-là. Quand c'est une personne en fauteuil, c'est relativement facile de l'inclure dans le flux de patients classiques. Quand c'est une personne autiste, l'inclure dans le flux de patients classiques devient très compliqué. Donc, on a une vingtaine de cabinets qui ont pris la décision de ne recevoir ces patients-là que sur un créneau de temps bien dédié, avec un temps au fauteuil beaucoup plus allongé par rapport à vous, moi,
typiquement, pour pouvoir assurer, alors pas forcément la réussite du soin du premier coup, mais en tout cas le fait que d'abord le patient s'assoit, qu'il accepte de rester assis 10 minutes, un quart d'heure, puis la fois d'après qu'il accepte d'ouvrir la bouche, puis la fois d'après qu'il accepte qu'on sorte un peu les instruments, puis la fois d'après qu'il accepte d'entendre le bruit de la roulette qui est stridente et flippante pour tout le monde, et puis après, au bout de X rendez-vous, on arrive à le soigner. Bon, voilà. Donc, certains cabinets sont dans cette logique-là de démarche de soins. On sait lesquels sont les mieux spécialisés en fonction des pathologies de nos patients. Et du coup, c'est dans ce sens-là qu'on est très, au cas par cas, très fin dans les orientations. On a ensuite une dizaine d'unités de soins orales à disposition. Alors là, ce sont des plateaux techniques, ça revient à ce que je vous disais sur la mise à disposition de matériel. Ce sont des plateaux techniques, des cabinets complets qu'on met à disposition, qu'on entretient et que les praticiens peuvent utiliser à leur compte. Et c'est quand même pas mal de le souligner, sans aucune contrepartie demandée à Andident. C'est-à-dire qu'on met à disposition le matériel. La contrepartie, c'est de prendre en soin ces patients-là qu'on leur oriente. C'est la seule contrepartie qu'on leur demande. Après, ils facturent les soins, ils encaissent les soins et on prend en charge tout le reste, y compris l'assistante dentaire s'il y a besoin et s'ils ne viennent pas avec leur assistante dentaire. Et on a enfin, en termes de moyens humains, c'est pas négligeable, mais une dizaine de blocs sur lesquels on donne certes du matériel, mais aussi on va payer les IBOD, payer les IADE qui sont dédiés à ces vacations-là. Donc c'est quand même pas négligeable pour nous. C'est pas notre vocation première de prendre en charge du personnel, mais pour faire en sorte que ça fonctionne, il n'y a pas que le matériel qu'on doit mettre à disposition. Il faut parfois qu'on prenne notre part du coût que l'hôpital ou la clinique ne voudrait pas supporter pour des soins, somme toute, qui ne sont pas très rémunérateurs pour eux par rapport à de l'ortho ou à autre chose comme spécialité. En termes de moyens techniques, bon, alors sur la localisation, nous sommes à l'hôpital Sainte-Marguerite, mais ça, j'ai envie de dire, c'est une épi information puisqu'on ne reçoit personne et on fait tout à distance, hein, ou alors c'est très rare quand il y a un patient qui passe la porte. Nous disposons d'un annuaire assez étoffé des praticiens de la région, des praticiens dentaires évidemment, avec à minima l'information sur leur accessibilité PMR, c'est un b.a.-ba, mais c'est de base, le fait qu'ils utilisent ou pas le méopa, le fait qu'ils aient ou pas des vacations dédiées, leur capacité de soins réalisables en cabinet. Certains peuvent décider de limiter leurs soins conservateurs au cabinet et c'est quand même pas négligeable de le savoir en amont. Certains sont spécialisés sur tel ou tel type de handicap, ne veulent pas voir tel type ou tel type de handicap dans leur population parce qu'ils se sentent dépassés par la situation. Donc ça, ce sont des informations que l'on conserve sur les praticiens. On sait également sur ces praticiens lesquels font des vacations de bloc âgé ou sont intéressés dans l'hypothèse d'une ouverture de bloc âgé. Donc typiquement, cet annuaire, c'est un peu le cœur de notre activité, c'est le cœur de notre réacteur. Il est cultivé, mis à jour de manière régulière, régulière permanente. On peut avoir des praticiens qui étaient hors de cet annuaire, qui sont identifiés pour des raisons de proximité et qui, au détour de la conversation, nous disent qu'ils prennent X patients en situation de handicap alors que personne ne le savait. Donc c'est vraiment un outil qui est vivant, qui s'étoffe chaque jour un peu plus et qui est primordial dans notre activité. Pour cela, on a en parallèle un logiciel qu'on a développé en interne qui nous permet d'avoir un arbre décisionnel en fonction de la typologie du patient, qui nous permet de dire vers quel praticien, de manière très pragmatique et presque automatisée, on est censé envoyer le patient en orientation, même si derrière, il y a évidemment une revue de ça. Et cet outil nous permet également de suivre la progression des orientations, y compris au-delà de l'obtention des rendez-vous. C'est-à-dire que
ils ont le rendez-vous, mais on récupère les dossiers médicaux, on sait ce qui a été fait, etc. etc. Je vais peut-être accélérer, je vois le temps qui court. Évidemment, on a des dossiers médicaux, donc on a un logiciel dessus professionnel de gestion de centre dentaire, et on a du matériel qu'on met à disposition, je vous l'ai dit. Les membres du réseau, il y en a deux typologies. On a des praticiens libéraux et des praticiens hospitaliers. Les praticiens libéraux qui officient soit dans leur cabinet, soit hors les murs sur les plateformes techniques, sur les plateaux techniques, soit donc ensuite les praticiens hospitaliers avec des vacations dédiées ou des vacations en bloc ou des spécialistes en médecine bucco-dentaire, MBD. Donc ça, c'est voilà, c'est la typologie de nos membres auxquels on fait appel. Globalement, un patient, quand il a nécessité d'être pris en charge, nous avons 4 points d'entrée. Soit une structure de coordination telle que le DAC ou un autre dispositif, soit le patient, un aidant ou un aidant famille pro, soit un établissement de vie, soit carrément un praticien, ou libéral ou hospitalier. Il saisit le DERAC et en fonction, on peut, de manière très schématique, l'orienter vers le libéral parce qu'on a un cabinet qui est disponible à proximité, qui va accepter ce type de soins, soit vers l'hospitalier parce que il n'y a aucun libéraux qui est capable de prendre en soin le patient en question et de l'accepter, soit vers le centre de santé, CDS, en disant PACA, parce qu'on est capable de mobiliser une solution en aller vers pour ce patient ou plutôt ces patients. Cette branche-là d'orientation, elle est plutôt réservée quand c'est un ESMS ou un EHPAD qui vient toquer à la porte et que typiquement, on n'a pas qu'un patient à orienter, mais plusieurs dizaines. Voilà, pour des simples raisons de logistique, mais je pense que la question elle risque d'être posée après, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Parlons de cas pratiques. J'ai préparé trois petits cas pratiques sur des typologies standardisées. Hein. Vous excuserez la volonté de standardiser le truc, mais en termes d'orientation. Sur le premier cas, il s'agit d'un patient en situation de handicap qui a un handicap moteur uniquement et qui est en fauteuil. Il est coopérant aux soins. Et c'est une demande de coordination par un praticien hors réseau sur lequel il y a de multiples avulsions, des extractions de dents à faire et un détartrage. Et la personne réside dans le 13. Typiquement, l'orientation arrive au DERAC. Le parcours, il est simple, c'est que nous avons un dossier médical qui est complété, qui est analysé par l'équipe du DERAC, éventuellement qui peut faire l'objet d'une contre-expertise par la chef de service dentaire ou par un autre praticien du réseau pour identifier la solution ou le praticien libéral membre du réseau vers lequel il faut orienter le patient. À partir de là, on déclenche la chaîne d'orientation, c'est-à-dire qu'on va transmettre au praticien le dossier médical. Ce dernier va valider généralement la demande d'orientation en acceptant de prendre le rendez-vous. Il nous fournit le rendez-vous. C'est Andidant qui gère toute la prise de rendez-vous, tous les rappels de rendez-vous à J-15, 7, 1, etc., etc., pour s'assurer que le jour J, le patient soit sur place. En revanche, on ne gère pas tout l'acheminement du patient sur le lieu. Ça, c'est une certitude. Jour du rendez-vous, 2 solutions. Les soins sont réalisés en une ou plusieurs séances. S'il y a plusieurs séances, les rendez-vous sont directement pris auprès du praticien et on a l'information pour pouvoir conserver la traçabilité complète du parcours. Et généralement, on a les comptes rendus de soins qui nous sont transmis. Si on est sur des soins qui n'ont pas été réalisés, on débriefe sur la raison de la non-réalisation du soin et on repart sur la boucle à zéro. En parallèle, il y a nos assistantes administratives qui travaillent avec les patients sur les dossiers de demande d'aide, des choses comme ça, s'il y a des difficultés qui sont identifiées. Le cas pratique numéro 2, un peu plus complexe, sans pour autant être trop compliqué. Donc, on est encore sur un patient en situation de handicap qui présente des troubles du spectre autistique, donc un patient qui est non coopérant.
C'est une demande d'orientation là aussi par un membre, enfin par un chirurgien dentiste hors réseau, qui estime quand même que les soins sont réalisables à l'état vigile, donc au fauteuil, malgré le fait qu'il soit non opérant. Donc là, pareil, il y a les mêmes soins à faire et la personne réside encore toujours dans le 13. On a grosso modo le même parcours d'orientation, si ce n'est que compte tenu de la pathologie TSA et non coopérative du patient, on va prendre en compte en critères spécifiques de l'orientation du patient, l'utilisation, enfin la capacité ou pas d'utiliser le méopa par le chirurgien, puisqu'il faut un certificat exprès pour ça. On va prendre en compte également les éventuels dépassements d'honoraires du chirurgien s'il utilise le méopa ou d'autres moyens pour prendre en charge le patient. On va étudier si les libéraux vers lesquels on oriente disposent ou pas de vacations dédiées pour des patients en situation autistes. Et on va étudier, bien entendu, la proximité géographique parce qu'on sait d'expérience que plus on va transporter ce patient-là, plus on va rajouter d'anxiété aux soins et donc de risque de non-coopération. Le reste du parcours reste globalement la même chose. Le dernier cas pratique, là, on est sur le cumul de plusieurs handicaps. Donc, une personne autiste qui, en plus de ça, a un handicap moteur, donc qui a une problématique de PMR claire. On est sur un enfant de 15 ans, toujours non coopérant. On a grosso modo une orientation majeure qui déclenche un parcours différent, c'est la demande d'anesthésie générale. On sait que le patient non coopérant en question, même si ce sont des soins simples, ça ne peut pas être fait au fauteuil, donc direction le bloc. Et j'ai envie de dire, cumul supplémentaire à sa situation physique, malheureusement, la personne réside dans le 0,5, dans un territoire qui est fortement peu doté en termes de praticiens en capacité de prendre des personnes en situation de handicap. Donc là, on a deux facteurs supplémentaires en plus du déclencheur âgé, c'est l'âge de la proximité géographique, et on a une contre-expertise obligatoire, là pour le coup, de notre chef de service ou d'un des praticiens du réseau sur la nécessité de passer en bloc, puisqu'en fait, pour certains, on se rend compte que c'est juste la réticence du chirurgien qui motive la demande d'orientation vers un bloc. Et on a quand même des vacations en bloc âgé qui sont, même si on en a une dizaine, assez longues à obtenir, puisqu'il y a presque 18 ou 24 mois d'attente pour certains territoires. Donc voilà, après on poursuit la même chose sur le soin. Je vais conclure en faisant un petit point de l'actualité du moment. Aujourd'hui, nous sommes en réflexion de pousser notre activité au sein du DERAC sur de la prévention à l'hygiène bucco-dentaire avec la formation des aidants et des soignants, voire des familles. Donc ça, c'est une réflexion. On a toujours ensuite la même problématique que bon nombre de réseaux, c'est-à-dire de recruter, recruter, recruter et encore recruter. Donc on développe autant que possible nos actions de sensibilisation de recrutement, notamment auprès des ordres départementaux, de l'URPS, enfin voilà. Nous avons en fil rouge continu la volonté de développer au maximum les plateaux techniques mutualisés sur lesquels on met notre matériel pour que les praticiens libéraux puissent venir travailler. Et puis ensuite, nous créons, puisque je viens de signer la convention tout à l'heure, des blocs supplémentaires à Aix et à Arles. Et nous avons à Briançon une vacation bloc qui est en cours de création, enfin, quand la problématique du changement de direction aura été résolue. Voilà. Je vous écoute pour vos questions. Merci beaucoup, Jean-Emmanuel, pour cette présentation bien claire de toutes vos missions. Il y a une première question qui est dans le chat de la part de Camille Barthélémy du DAC 13 Sud concernant les personnes qui n'ont pas de droit ouvert. Est-ce que vos actions sont destinées aussi à ces personnes-là? Alors, on prend absolument tous les patients. En revanche, s'ils n'ont pas de droit ouvert, on va fortement les inciter à faire les démarches pour faire des ouvertures de droit. Mais jusqu'à maintenant, on refuse personne, hein, qu'ils soient en ancienne CMU ou autre, on les prend en soin.
Après, dans le cadre des démarches d'orientation, il se peut que des praticiens vers lesquels on veuille les orienter ne veuillent pas ces patients-là. Si on essuie plusieurs refus, dans ce cas-là, on réfléchit à la possibilité de réintégrer ces patients non plus auprès de libéraux, mais soit de l'hospitalier, qui a l'obligation de les prendre, soit directement du centre de santé en Didan, avec la problématique de proximité qui se rajoute avec nos unités mobiles. Et dans le cadre de ce que vous disiez autour des démarches, de l'appui aux démarches, ça, ce n'est pas des choses sur lesquelles vous pouvez avoir une action particulière. Vous pouvez Non, on n'est pas orienter, mais vous compétent n'avez en pas. la matière. Non, non, on n'est clairement pas compétent D'accord. en la matière. En revanche, on a des interlocuteurs qui sont compétents en la matière, des associations partenaires qui sont plus spécialisées que nous là-dessus, et on réoriente volontiers la démarche et on accompagne volontiers la démarche dans la prise de contact avec ces structures-là pour faire en sorte que la solution se dessine et que la situation se résolve. Alors, je crois qu'il y a Chloé Laurence qui est en train d'écrire. Ah, ben voilà, on a une question qui arrive. Y a-t-il un planning des unités de soins mobiles? Bien sûr. Oui, en revanche, il est absolument pas disponible et communicable parce qu'aujourd'hui, elles sont toutes saturées, soyons très clairs. Globalement, les unités de soins mobiles passent à peu près tous les 6 mois dans les établissements et exclusivement dans les établissements conventionnés avec Andidan. Il y en a qui sont historiques, ce sont tous ceux du bus qui tournent depuis une quinzaine d'années, sur lesquels donc on passe tous les 6 mois, et tous les autres, on rajoute des établissements en fonction des demandes et des spécificités, et surtout le facteur clé du nombre de patients qu'ils ont à prendre en charge. En dessous d'une dizaine de patients, on ne prend pas la demande de mobilisation d'une unité mobile, on préfère réorienter dans le réseau, parce que pour nous, logistiquement et économiquement, c'est plus économiquement tenable. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main aussi également si vous voulez poser directement votre question, ou sinon profitez du chat. Alors, en attendant que quelqu'un pose la question, il y a quelqu'un qui voulait parler peut-être? Nadine, non? Non. Oui, si, finalement, ça c'est le microphone, Finalement. c'est ouvert. Attendez, je C'est remets la l'occasion. caméra. Oui, donc Nadine Ribagotti, coordinatrice générale, donc Arca Sud, Association régionale de coordination en addictologie. J'essayais de voir justement sur Facebook qu'est-ce qu'il existait sur les Alpes-Maritimes. Alors, sur les Alpes-Maritimes, nous avons le réseau avec un certain nombre de praticiens. Oui, Nous avons une unité mobile qui globalement couvre le secteur de Antibes jusqu'à Grasse, avec des établissements également sur Nice, mais moins nombreux. C'est vraiment ce secteur Antibes-Grassois qui est sur cet axe-là, pour une simple et bonne raison, c'est que le dispositif mobile est rattaché à l'hôpital d'Antibes pour toutes les oui. problématiques de stérilisation et de stationnement. Donc voilà, on couvre cette Ok. partie-là. Et on a ensuite l'accès au CHU dans le cadre du handi-bloc. Puisque pour la partie dentaire, c'est nous qui avons financé le matériel. La praticienne en MBD est une fondatrice de Handidan, membre du CA. Donc forcément, on a une proximité avec le CHU et une capacité d'action avec eux assez développée. Nous avons aussi, même si c'est moins utilisé, un plateau, une unité de soins oraux qui est le centre Rossetti PEP 06. Où là, on reçoit directement des demandes d'orientation ainsi que eux, et il s'est soigné par les praticiens du PEP 06, hein, qui est en fait le HandiConsult local. Et nous avons une dernière vacation en bloc qui a ouvert assez récemment au CH de Cannes. Très bien, je vous remercie. De rien. Merci. Merci Nadine. Une autre question de Chloé et Laurence. Y a-t-il un process à favoriser pour orienter les patients? Une fiche d'orientation, le mail, l'appel? Le mail du secrétariat Andidan, c'est la porte d'entrée à privilégier. Donc, c'est simple, c'est secrétariat@andidanpaca.fr.
À partir du moment où il y aura eu une demande d'orientation avec un minimum d'informations, l'équipe renvoie le questionnaire médical nécessaire et puis là, la démarche se déclenche. Il y a la possibilité d'appeler, mais concrètement, j'ai 3 personnes au bout du fil, une centaine d'appels par matinée. Autant vous dire que dès qu'elle décroche, c'est vite saturé. Donc le mail à prioriser. On mettra l'adresse mail du coup en plus sur le site internet. J'en profite, j'avais une question par rapport à ce que vous disiez, le fait d'avoir de plus en plus, en tout cas de rechercher des professionnels, des praticiens adhérents. Et donc, est-ce que en tant que dispositif d'appui à la coordination ou autre dispositif, est-ce qu'on peut vous orienter ou orienter des praticiens libéraux vers vous pour travailler justement l'adaptation du cabinet? Et à contrario, est-ce qu'on peut vous solliciter quand on s'aperçoit que sur un territoire, il y a un vrai manque et de pouvoir réfléchir ensemble collectivement à trouver, voilà, à mettre en place ce genre d'offres plus adaptées. Alors, on est toujours preneur d'une orientation de praticien qui serait désireux de s'inscrire dans cette démarche. En revanche, on ne fait pas, par exemple, de démarche d'audit pour leur dire il faudrait vous structurer de telle manière ou de telle manière pour soigner ces patients-là. Au contraire, on va directement leur demander s'ils sont intéressés à rejoindre le réseau. S'ils le sont, on va engager 2 choses. La première, c'est peut-être d'ailleurs un oubli que j'ai fait dans mon écrit, dans ma présentation. La première, c'est que s'il faut le former, on va le former. Et la deuxième chose, c'est que s'il faut l'équiper, on va voir comment on doit l'équiper et à quel niveau on l'équipe pour pouvoir prendre la typologie de patient. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ensuite, je l'ai oublié, excusez-moi, Jennifer, parce que je suis parti dans mes idées, mais je l'ai oublié. Le fait des partenaires volontaires, Oui. enfin, des praticiens qui seraient volontaires pour rejoindre le réseau. Typiquement, cela, plus le bouche à oreille fonctionne et plus on est preneur là-dessus. C'est une certitude avec cette capacité qu'on a de venir les soutenir dans leur volonté de se développer là-dessus. Voilà. Après, pour certains, la difficulté, elle est aussi administrative. C'est prendre des gens qui ont beaucoup de difficultés à gérer la paperasse, beaucoup de difficultés à gérer les rendez-vous. Ça, on peut le gérer aussi pour eux. Si ça devait être un frein, on peut lever ce frein-là. Et donc, du coup, à contrario, sur le côté l'identification par les dispositifs d'une Ah oui, rupture, c'était qu'elle ça soit votre... collective ou individuelle, ça, on est-ce est que nous, toujours on peut preneur de travailler ça avec vous? réflexion et d'idées de développement de réflexion. Il y a le HandiConsult, par exemple, qui a été ouvert dans le 05 récemment, avec un fauteuil dentaire. Typiquement, la structure qui porte le HandiConsult en question est venu vers nous pour savoir comment on pouvait faire pour les aider dans la démarche. Donc, on a été partie prenante dans la création avec l'aide de soutien à l'ARS, etc., pour faire en sorte de faire sortir déjà de terre le HandiConsult, de proposer une partie dentaire qui était initialement pas prévue et d'étoffer la solution de soins pour les personnes en situation de handicap. Donc, ce genre de démarche, dès qu'il y a un trou dans la raquette au niveau territorial, et que quelqu'un l'identifie avec un gros besoin dessus en termes de population PH et PAD, parce que population générale, ça, on n'a pas le droit au niveau ordinal de s'y adresser. Voilà, dès qu'il y a une identification, nous on est clairement preneur et même plus, parfois on identifie un trou dans la raquette, on identifie des gens qui voudraient bien se lancer sur l'activité, il leur manque un peu le liant. Si on peut se faire le liant de la mayonnaise en question pour que ça prenne et que ça développe et que ça permette d'accueillir ces patients-là, clairement on joue cette carte aussi. D'accord. Oui, Camille Barthélémy. Bonjour, je suis Agathe Schwartz et je suis avec Camille Barthélémy sur le même écran. Je suis la nouvelle chargée de projet territorial au DAC 13 Sud. Je vous pose une question concernant la tournée du bus. Il y a une cartographie qui est assez intéressante sur le site internet. Cependant, il y a uniquement l'arrondissement dans lequel je pense le bus va intervenir. Est-ce qu'il serait possible d'avoir
des informations complémentaires sur ça, potentiellement sur la cartographie, pour avoir les structures ou en tout cas les lieux précis où vont intervenir les bus. Enfin, le bus. Alors, c'est délicat. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on ne veut pas forcément diffuser la liste des établissements dans lesquels on va pour éviter de susciter des demandes d'orientation parce que le véhicule est à proximité. Aujourd'hui, il faut savoir que quand le bus ou n'importe quelle unité mobile se déplace dans un établissement, c'est parce qu'elle va soigner, enfin cette unité va soigner en priorité les patients de l'établissement. Généralement, le timing de passage qui est à minima d'une semaine, voire de 3 semaines dans certains cas, est calculé juste en termes de ressources et en termes de temps sur place pour pouvoir voir les patients de l'établissement. Donc si on diffuse la liste, on s'expose au fait que tout le monde va vouloir aller voir le bus et passer la tête. Or, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas forcément non plus laisser accéder des gens à des établissements protégés avec du public vulnérable comme ça. Donc voilà, c'est la difficulté. En revanche, on a toujours la possibilité de réserver des créneaux d'urgence au sein de ces véhicules-là. Et s'il y a une problématique de proximité, il n'est pas impossible de prendre mon attache directement ou l'attache d'une des coordinatrices pour savoir s'il y a un véhicule à proximité ou trouver une solution d'un véhicule le plus proche possible pour pouvoir arranger un rendez-vous en plus des rendez-vous de l'établissement. D'accord. Voilà. Ensuite, je n'ai pas précisé, mais sur le territoire marseillais, dans le cadre de l'agrément de centre de santé, Andidam PACA va ouvrir en janvier un cabinet fixe, exclusivement dédié PH-PAD, au sein du CGD 13, ouvert à terme 5 jours sur 7. Et donc là, par contre, c'est via le DERAC que les rendez-vous se prendront, pas en direct. Mais pour le bassin marseillais, ça va être la porte d'entrée privilégiée pour les individuels, en fait, les particuliers. Merci. De rien. Est-ce que quelqu'un a encore une question à poser? Moi, j'avais juste une dernière question. Vous aviez parlé d'un public, d'une population qui parfois avait ces difficultés de compréhension, parfois de l'illettrisme, etc. Est-ce qu'il y a des outils qui sont créés faciles à lire et à comprendre? Est-ce que du coup, c'est des outils que vous pouvez créer ou qui sont créés directement par les établissements? Ou est-ce qu'il y a un travail à faire sur ce principe-là et voilà, voir avec Alors, certains partenaires, peut-être des c'est un comités travail 360 enfin, c'est un travail qu'on a identifié comme étant à faire. On ne s'est pas lancé là-dedans. Nous avions pensé initialement à faire dans notre démarche, dans les démarches d'élargissement de notre activité sur l'activité de prévention et de formation, on va dire, à l'hygiène bucco-dentaire, à l'attention des familles ou des aidants. C'est une des briques de la formation, de faire quelque chose qui soit facile à lire et à comprendre à minima. Des vidéos, des choses comme ça qui sont parfois encore plus simples pour les gens en termes d'accessibilité. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un chantier sur lequel on n'a pas encore commencé à creuser les fondations. qui peut être peut-être un projet collectif à mener avec Carrément, d'autres plus acteurs. on Je a pense aux de communautés forces vives 360, et etc. réflectives, ouais, tout à fait. Plus on est nombreux sur le sujet, nous on apporte notre expertise au niveau dentaire, c'est une évidence, mais au niveau FALC, au niveau manière d'aborder certains de ces patients-là, on est très bon quand il s'agit de les asseoir au fauteuil, on est vachement moins bon quand il s'agit de communiquer avec eux en dehors du soin. Donc plus il y a de bons techniciens là-dessus, et mieux on se porte, hein, et plus on est preneur. On se le note et pourquoi pas envisager ce genre de coopération dans le cadre de la fax avec d'autres acteurs qui pourraient. Voilà. Et puis je pense qu'il y a d'autres dispositifs régionaux qui pourraient être intéressés aussi par le sujet. Donc, ma foi, pourquoi pas travailler ça?
Je vois qu'il est 14h tout pile. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions. Je laisse 10 petites secondes de réflexion. Je pense que c'est bon. De toute façon, voilà, vous aurez les coordonnées dans 10 ans sur le site internet. On a peut-être quelqu'un qui note, mais c'est bon, c'est juste un merci. Ben, voilà, donc, vous remercie beaucoup, Monsieur Mogin, pour cette Pas de problème, explication. merci à vous. Merci à tous pour votre participation et puis on vous met l'information sur les prochains rendez-vous de la coordination que vous recevrez par mail très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.